KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Ravi de vous retrouver en ce mardi 28 mai 2024. Aujourd'hui, 3 titres à la une de l'actualité bancaire. Le nouveau corpus européen a été adopté par le Parlement afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, l'autorité bancaire européenne a publié la version finale de ses orientations sur les modalités de resoumission des reportings et également sa consultation concernant le mécanisme équivalent pour les biens immobiliers inachevés dans le calcul du risque de crédit en approche standard. Après ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire, que nous ferons avec Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque de KPMG France, j'aurai le plaisir d'interviewer Fabien Leténier, expert des risques ESG au sein de l'autorité bancaire européenne. Fabien Leténier décryptera à notre micro les lignes directrices que propose le BA afin de fixer les principes pour l'identification et la gestion des risques ESG par les banques. Exceptionnellement, cette édition ne comportera pas la traditionnelle chronique verte présentée par Sylvie Miette, car nous consacrerons déjà notre interview aux thématiques ESG. KPMG Fréquence Banque. Débutons le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. On commence tout de suite avec le nouveau train législatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adopté par le Parlement européen le 25 avril dernier. Il s'agit d'un véritable arsenal européen anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Oui, on peut le dire sans exagérer. Ce paquet LCBFT ou AML Package, comme on l'appelle en anglais, qui comprend 3 textes, une directive et 2 règlements, a en effet vocation à renforcer considérablement les règles au sein de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dorénavant, l'Europe dispose d'une directive, la 6e en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui est destinée à renforcer le rôle des cellules de renseignement financier, PACFIN en France par exemple, et leur coopération. Elle entérine également l'accès à un registre des bénéficiaires effectifs pour les autorités compétentes, mais aussi des membres de la société civile. Membres de la société civile, c'est-à-dire Arnaud ? Les nouvelles lois garantissent que les personnes ayant un intérêt légitime, notamment les journalistes et les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les autorités compétentes et les organes de surveillance, aient un accès immédiat, non filtré, direct et libre aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenus dans les registres nationaux et qui sont interconnectés au niveau européen. En plus des informations actuelles, les registres intégreront aussi des données historiques remontant à au moins 5 ans. Cette 6e directive s'accompagne également d'un règlement européen dédié à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme, qui renforce aussi les exigences réglementaires à l'échelle de l'Union. Oui, effectivement, le règlement comprend des mesures de vigilance renforcées et des contrôles de l'identité des clients, après quoi les entités dites assujetties, par exemple les banques, les gestionnaires d'actifs et de cryptoactifs ou les agents immobiliers en ligne, doivent signaler les activités suspectes aux cellules de renseignement financier, les CRF, ainsi qu'aux autres autorités compétentes. À partir de 2029, les clubs de football professionnels de premier plan impliqués dans des transactions financières au montant élevé avec des investisseurs ou des sponsors, y compris les annonceurs et lors du transfert de joueurs, devront aussi vérifier l'identité de leurs clients, surveiller les transactions et signaler toute transaction suspecte au CRF. La législation contient également des dispositions de vigilance accrue envers les personnes qualifiées d'ultra-riches, pour reprendre les termes du texte, qui vise ici les patrimoines financiers d'au moins 50 millions d'euros hors résidence principale et instaure une limite de 10 000 euros pour les paiements en espèces à l'échelle de l'Union européenne, sauf entre particuliers dans un contexte non professionnel. Enfin, ce règlement intègre des mesures visant à garantir le respect des sanctions financières applicables et à éviter que les sanctions ne soient contournées. On a parlé d'un corpus réglementaire avec 3 textes, vous en avez cité 2, le 3e ? Alors, le 3e, c'est un règlement portant spécifiquement sur la création d'une autorité européenne de la lutte contre le blanchiment, l'AMLA, basée à Francfort et dotée de pouvoirs de surveillance et d'enquête. L'AMLA contrôlera dans un premier temps 40 établissements financiers européens exposés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dont au moins un par État membre, et disposera de pouvoirs de sanctions financières.
Les banques qui ne seront pas dans le périmètre de l'AMLA resteront contrôlées au niveau national. Après l'adoption par le Parlement de ces textes, ils doivent désormais être adoptés par le Conseil pour être publiés au journal officiel de l'Union européenne. Passons maintenant à l'actualité européenne prudentielle, avec la publication par l'EBA, le 9 avril dernier, de la version finale de ses orientations relatives aux modalités de resoumission des reportings réglementaires par les établissements assujettis. Ces lignes directrices, qui font suite à une consultation lancée en 2023, font écho à l'une des recommandations présentées dans le rapport de l'EBA relatif aux coûts induits par le respect des exigences de reporting publié en 2021. Oui, ces orientations traitent des situations où les établissements devraient corriger des données déjà reportées en cas d'inexactitude ou d'erreur. Ainsi, existe dorénavant un cadre harmonisé pour l'ensemble des reportings prudentiels et de résolution développés par le BA que les établissements remettent aux autorités compétentes. Avec ces orientations, le BA limite le délai de resoumission des données à 1 an. Les établissements ne pourront désormais plus soumettre de corrections passé ce délai. Certaines exemptions peuvent néanmoins être observées, notamment pour les reportings annuels. Je pense par exemple aux données sur la résolution. Le BA a également introduit un seuil de tolérance pour les écarts non significatifs, en deçà desquels les établissements n'auront pas besoin de renvoyer leurs données. Et cette notion de seuil de tolérance est accueillie bien entendu très favorablement par les banques qui craignaient un alourdissement de leur charge de travail. Absolument. Et d'ailleurs, l'autorité précise que dans le cas où les exigences de reporting ont été apportées postérieurement à l'envoi initial par les établissements, celui-ci ne sera pas contraint de reporter à nouveau ces données. Ce qui semble légitime. Bien évidemment, le BA indique que ces nouvelles modalités ne doivent en aucun cas altérer le haut niveau de qualité attendu dans les reportings envoyés par les établissements. Avant de clôturer ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire, quelques mots, Arnaud, sur la consultation de l'EBA lancée le 13 mai dernier concernant le mécanisme équivalent pour les biens immobiliers inachevés dans le calcul du risque de crédit en approche standard. Ce projet de RTS mis en consultation s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de l'EBA pour la mise en œuvre du paquet bancaire. Avec ce RTS, l'EBA vient préciser les conditions qu'un mécanisme juridique doit remplir pour reconnaître un bien immobilier en construction dans le calcul des exigences de fonds propres selon l'approche standard du risque de crédit. Ce projet de RTS précise ainsi qu'un mécanisme juridique équivalent dans un pays tiers doit répondre à 3 conditions. La première, une entité doit être obligée ou s'être engagée de manière juridiquement contraignante à s'assurer que le bien immobilier en construction sera achevé dans un délai raisonnable. Deuxième condition, cette entité doit avoir les pouvoirs et la capacité juridique de le faire. Et enfin, une contre-garantie doit être fournie par un gouvernement central ou par des entités assimilées. La consultation propose également une approche alternative qui permettrait d'intégrer les garanties d'achèvement déjà mises en place dans certains États membres de l'UE pour apprécier la robustesse du mécanisme équivalent. Cette consultation est ouverte jusqu'au 7 août 2024 avec une audience publique en ligne prévue le 11 juin 2024 qu'on vous encourage vivement à suivre. Après l'avoir annoncé dans sa feuille de route publiée fin 2022, l'Autorité bancaire européenne accélère ses travaux relatifs à la finance durable avec la consultation du 18 janvier 2024. Cette consultation vise à mettre en place de nouvelles lignes directrices en matière de risque ESG. Cette consultation, qui s'est clôturée en avril, devrait donner lieu à un texte définitif d'ici fin 2024, début 2025, qui deviendra juridiquement contraignant dans le cadre de la directive CRD6. Les lignes directrices proposées par l'EBA posent des principes pour identifier et gérer les risques ESG par les banques. Ces principes viennent préciser les plans de transition à élaborer par les banques conformément à la directive CRD6. Ces plans sont destinés à surveiller et traiter de manière adéquate les risques financiers découlant des facteurs ESG, notamment ceux permettant d'atteindre l'objectif de neutralité climatique fixé par l'Union européenne à horizon 2050. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, au micro de Radio KPMG, Fabien Leténier, expert des risques ESG au sein de l'autorité bancaire européenne. Bonjour Fabien. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et tous.
Première question pour poser le contexte, comment ces lignes directrices s'intègrent-elles dans le panorama des travaux de l'EBA en matière de finances durables? Alors, ces guidelines font effectivement partie d'un programme de travail plus large et assez exhaustif de l'EBA sur la finance durable. Ce programme de travail couvre d'abord l'intégration des risques ESG dans les 3 piliers de la réglementation bancaire, mais également les travaux relatifs au stress test ou analyse de scénarios climatiques, les recommandations sur les potentiels standards ou labels pour les produits financiers verts ou durables, le combat contre le greenwashing et la surveillance des risques ESG. Plus spécifiquement, ces guidelines s'inscrivent dans le cadre des travaux et des mandats sur la gestion des risques ESG par les banques. Elles visent à améliorer l'identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques ESG par les établissements pour assurer leur solidité, y compris dans le processus de transition vers une économie européenne bas carbone. Et elles contribuent plus largement à l'objectif général de l'EBA de mettre en place un cadre réglementaire qui permette aux banques européennes et à leurs superviseurs d'atténuer les risques financiers découlant des facteurs ESG et de soutenir une transition ordonnée vers une économie plus durable. Le projet de l'EBA contient d'importantes avancées concernant le choix des méthodologies, des mesures et des indicateurs, ainsi que des plans de transition et la gestion des risques S et G, qui s'ajoutent à ce que les grandes banques connaissent déjà avec la BCE. Toutefois, la consultation lancée par l'EBA met explicitement l'accent sur le risque environnemental, le E, qui représente une grande partie des considérations. Oui, en effet, comme le prévoient les dispositions de la CRD 6 et conformément à l'approche séquentielle adoptée par l'EBA dans le cadre d'autres textes réglementaires tels que les standards piliers 3, les guidelines mettent l'accent sur les risques environnementaux. Ces risques soulèvent des défis particuliers en termes de modèle économique et de gestion saine des risques financiers, ce qui justifie leur priorisation. Cependant, les guidelines contiennent certaines exigences minimales pour les autres catégories de risques, sociaux et gouvernance, qui doivent également être pris en compte par les banques, mais avec des méthodes adaptées et probablement plus qualitatives à ce stade. Par ailleurs, si les établissements sont effectivement plus avancés dans la mesure des risques liés au climat, il est néanmoins important, à notre sens, qu'ils développent des outils pour gérer l'impact d'un éventail suffisamment large de risques environnementaux, tels que les risques financiers qui peuvent découler de la dégradation des écosystèmes ou de la perte de biodiversité. Et comment ces lignes directrices de l'EBA devront-elles s'articuler avec les autres textes déjà publiés par l'EBA 2020? Je pense notamment au pilier 3 ESG, aux lignes directrices sur la gouvernance interne, aux documents de discussion sur le rôle des risques environnementaux et sociaux dans le dispositif prudentiel, ou encore aux lignes directrices sur l'origination et le suivi des prêts. Alors, les guidelines répondent à un nouveau mandat qui est contenu dans la CRD 6, mais elles s'efforcent d'assurer une cohérence avec toutes ces publications, tout en évitant les doublons. D'abord, les orientations s'appuient sur un rapport que nous avions publié en 2021 sur la gestion et la surveillance des risques ESG, dans lequel nous formulions déjà des recommandations aux établissements sous une forme non contraignante, et ces recommandations sont largement reprises dans les guidelines et deviennent contraignantes. Ensuite, les guidelines s'appuient sur toutes les publications que vous avez citées et comportent des renvois à celles-ci tout en les complétant. Donc, pour donner quelques exemples, les aspects relatifs aux risques ESG dans les lignes directrices sur l'octroi et le suivi des prêts forment la base des exigences des guidelines pour l'intégration des risques ESG dans les politiques de risque de crédit. Ensuite, les lignes directrices sur la gouvernance interne sont prises en compte et complétées en ce qui concerne l'intégration des risques ESG dans les dispositifs de gouvernance et dans les 3 lignes de défense. Également, les indicateurs relatifs aux risques climatiques que l'on mentionne dans les guidelines s'appuient sur les standards de publication des risques ESG dans le cadre du pilier 3. Donc, les guidelines tiennent compte de l'existant, mais le dépassent et introduisent de nouvelles exigences pour répondre à ce nouveau mandat. Et j'ajouterais que les lignes directrices sont également cohérentes avec les principes internationaux du comité de Bâle pour la gestion et la surveillance efficace des risques financiers liés au climat. Il semble donc crucial que les établissements commencent à adapter leur processus interne et mettent en œuvre de nouvelles méthodes qualitatives et quantitatives, et ce, dans le cadre d'un dialogue continu avec les autorités de contrôle. Absolument. Les risques ESG, en particulier les risques environnementaux via les risques physiques et les risques de transition, peuvent affecter toutes les catégories traditionnelles de risques financiers auxquels les banques sont exposées. Il est donc nécessaire que les banques adaptent leur processus interne et leurs dispositifs de gestion de risque. Ce que l'on demande d'abord aux établissements dans les guidelines, c'est de conduire des évaluations régulières et robustes de la matérialité des risques ESG. Les établissements doivent être en mesure d'identifier correctement les risques ESG à travers des processus de collecte de données solides et en utilisant une combinaison de méthodologies, y compris des méthodologies fondées sur l'exposition, sur la technique d'alignement des portefeuilles et sur l'analyse de scénarios. On demande également aux banques d'intégrer les risques ESG dans leur processus habituel de gestion des risques, y compris l'appétit pour le risque, les contrôles internes et l'ICAP. En outre, et c'est effectivement une nouveauté, les banques vont devoir élaborer des plans de transition prudentielle
pour articuler leur approche face aux risques découlant de la transition et du processus d'ajustement vers les objectifs réglementaires liés aux facteurs ESG. Alors, les plans de transition sont mentionnés ou requis par plusieurs textes réglementaires en Europe. Les aspects sur lesquels les guidelines se concentrent sont les aspects prudentiels, pour s'assurer que les banques intègrent des considérations prospectives sur les risques ESG dans leur stratégie, dans leur politique de gestion de risque et en tenant compte d'horizons de temps à court, moyen et long terme. Les banques vont devoir revoir leurs interactions avec leurs clients, notamment en progressant dans la collecte de données et en prenant en compte les plans de transition de leurs clients. Cela sera mis en œuvre avec un indicateur potentiellement obligatoire, par exemple un pourcentage de contrepartie avec lesquels la banque s'est engagée sur les questions de risque ESG. Mais il leur faudra aussi comprendre les besoins et les attentes du client pour lui vendre des produits pertinents à l'avenir, tout en gérant les risques ESG. Oui, pour mettre en œuvre une approche solide de gestion des risques ESG, nous demandons aux banques de considérer une série d'outils, y compris le dialogue et l'interaction avec les contreparties. Et cela est d'autant plus important dans le cadre des plans de transition. L'objectif des plans prudentiels que je mentionnais n'est pas de forcer les banques à se retirer du financement de l'économie ou à désinvestir de certains secteurs, mais plutôt de les inciter à réfléchir de manière proactive aux changements technologiques, économiques, comportementaux induits par la transition et à se préparer en conséquence, y compris en dialoguant avec leurs clients et, si nécessaire, en les soutenant dans leur processus de transition d'adaptation. L'engagement avec les clients peut prendre différentes formes: l'examen du profil de risque et des plans de transition des contreparties, la collecte d'informations, potentiellement la fourniture de conseils, et l'examen d'une série d'actions spécifiques à chaque relation, telles que le potentiel ajustement de l'offre de produits ou un accord entre la banque et la contrepartie sur un plan d'action pour soutenir une trajectoire de transition. En dernier recours, la cessation de la relation peut être nécessaire lorsque la poursuite est jugée incompatible avec l'appétit pour le risque de l'établissement, mais l'objectif général reste de mobiliser le secteur financier dans l'accompagnement de la transition. Des travaux sont donc en cours par le BA pour étudier la prise en compte des risques ESG dans les piliers 1 et 2 de la réglementation prudentielle européenne. Peut-on dire, Fabien, qu'au niveau du pilier 1, les mesures en capital ne doivent pas servir à accompagner la transition, que des amendements ciblés ont été privilégiés à la création de nouveaux outils et qu'un effort tout particulier est requis pour prendre en compte la nature spécifique de ces risques, comme par exemple les horizons de temps? Alors, au niveau du pilier 1, nous avons publié en octobre dernier un rapport sur le rôle des risques environnementaux et sociaux dans le cadre prudentiel. Le principe directeur de l'analyse, c'était une approche fondée sur le risque qui évalue la manière dont le cadre prudentiel prend en compte les risques environnementaux et sociaux. Et sur cette base, nous avons recommandé des améliorations ciblées pour accélérer l'intégration des risques environnementaux et sociaux dans les catégories de risques du pilier 1, notamment risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel. À ce stade, l'EBA ne soutient pas l'introduction d'un facteur de soutien vert ou d'un facteur de pénalisation pour les financements bruns, au vu des défis que posent ces facteurs de soutien ou de pénalisation en termes de conception, de calibrage ou d'interaction avec le cadre prudentiel. Les amendements proposés visent plutôt, comme vous l'avez dit, à améliorer la prise en compte des facteurs de risque ESG et à veiller à ce que le cadre prudentiel soutienne la résilience du secteur bancaire européen, qui est un prérequis pour le soutien de ce secteur à la transition vers une économie plus durable. Donc ça, c'était côté pilier 1. Côté pilier 2 maintenant, alors il y a déjà eu l'intégration des risques ESG dans le processus de surveillance d'évaluation prudentielle, donc le SREP, dès 2022, avec dans certains cas des impacts sur les exigences en capital. On constate donc une intégration progressive, tout d'abord sur les volets qualitatifs, à savoir la stratégie, la gouvernance et le dispositif de gestion des risques, mais aussi sur les volets quantitatifs, avec l'ICAP ou les stress tests. Quelles sont les prochaines étapes de l'EBA pour le pilier 2 ? Pour les établissements, il y aura d'abord les guidelines que nous avons discutés en termes de gestion des risques ESG et des plans de transition, que nous prévoyons de publier d'ici la fin de l'année ou début 2025. Ces guidelines seront complétés par d'autres guidelines sur les analyses de scénarios ou stress tests climatiques à conduire par les établissements, avec une publication prévue d'ici la fin 2025. Par ailleurs, les guidelines sur la gouvernance interne et la rémunération seront révisés pour refléter les changements apportés par la CRD6 sur les aspects ESG. En outre, pour les superviseurs, il y aura également des travaux avec la révision des guidelines SREP, avec une consultation prévue l'année prochaine, y compris pour harmoniser en Europe la supervision des risques ESG et harmoniser la supervision des plans de transition prudentielle requis par la CRD6. Et il y aura également des guidelines adressées aux superviseurs pour les analyses de scénarios ou les stress tests climatiques. Donc l'agenda réglementaire relatif au pilier 2, compris dans un sens large et pas uniquement basé sur les charges en capital, est riche, et ce qui signifie que les efforts de gestion et de supervision des risques ESG vont continuer, voire s'intensifier.
Alors, sur la base d'un benchmark réalisé par KPMG en 2023, on voit que même si des progrès significatifs ont été réalisés par les banques pour répondre aux attentes de la BCE, elles sont devenues plus prudentes dans leurs prévisions quant à l'atteinte de niveaux de conformité très élevés dans tous les domaines de la gestion des risques liés à l'ESG demandés par la BCE dans son guide de 2020. Et on a une proportion significative des participants à notre étude qui ne s'attend pas à respecter entièrement les 13 attentes de la BCE d'ici 2024. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ? D'abord, nous constatons en effet de notre côté des progrès, certaines bonnes pratiques, mais aussi un besoin clair de poursuivre ou d'accentuer les actions en termes d'identification, de gestion et de surveillance des risques ESG. Ensuite, qu'il est nécessaire que les banques aient une vision précise et lucide de leurs capacités actuelles, de leurs dispositifs actuels et des potentiels manques qui doivent faire l'objet d'actions correctives. Et j'ajouterais enfin que les guidelines EBA sont développées avec l'ensemble des superviseurs en Europe. Elles reprennent un certain nombre d'aspects inclus dans le guide SSM, tout en couvrant certains nouveaux aspects comme les plans de transition. Mais ces aspects en commun signifient que les efforts déployés par les banques pour répondre aux attentes de la BCE seront déjà une première étape utile dans le cadre de la mise en conformité aux futurs guidelines de l'EBA. Et au-delà des guidelines, dont nous venons de parler relativement longuement avec vous, quelle serait votre conclusion sur le rôle du secteur bancaire et les actions déjà mises en place ? Je dirais que nous constatons que les banques de l'Union européenne ont commencé à améliorer leurs pratiques pour une meilleure gestion des risques environnementaux, une meilleure gouvernance et une plus grande transparence, mais il reste encore beaucoup à faire. Je recommanderais aux banques, de manière générale, d'examiner comment elles peuvent au mieux être des catalyseurs de la transition vers le développement durable. Elles peuvent y contribuer de différentes manières. D'abord en fournissant le financement nécessaire pour atteindre les objectifs de zéro émission nette fixés par l'Union européenne, en accompagnant et en aidant leurs clients et contreparties, et en gérant leurs propres risques physiques et de transition. Il est important que les banques réfléchissent à leur stratégie, leur processus, et dans de nombreux cas, cela peut nécessiter l'adaptation de la culture du risque afin d'intégrer explicitement les risques ESG et d'adapter les processus de gouvernance afin de s'assurer que ces considérations environnementales, sociales et de gouvernance soient intégrées dans toutes les activités et dans la planification. Un grand merci à vous, Fabien Leténier, pour cet éclairage. Nous attendons donc maintenant la version finale de ces lignes directrices qui devraient être publiées fin 2024, début 2025 et qui viendront préciser la date d'application pour les banques. Merci Kenza, merci pour votre invitation. Clôturons cette émission avec les principales publications KPMG parues depuis la dernière édition de Fréquence Banque. L'étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 mars 2024, le traditionnel ActuBank du mois d'avril et l'édition 2024 de Pulse of Banking que nous avons dédiée cette année au Green Asset Ratio, publié au titre de 2023, qui marque la première année de publication par les banques de leur ratio d'alignement à la taxonomie verte européenne. Toutes ces publications ont été adressées à nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci encore à notre invité Fabien Leténier et également à vous, Arnaud Bourdeil, et un grand merci à nos auditeurs pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous en juin prochain pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Très bonne journée à toutes et à tous. KPMG Fréquence Banque.